Salut Aymeric, on va parler aujourd'hui d'un sujet qui t'est cher, qui m'est un peu étranger, même si je le trouve un peu attirant, mais qui me fait peur. Ah ouais. Soyons honnêtes aussi par moment. Dieu sait que dans tous les sujets de la martingale, j'ai quand même testé plein de trucs. Si on va en plus dans l'immobilier en particulier, parce qu'on va parler aujourd'hui, attends, je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps, on va parler d'immobilier neuf, acheté dans le neuf. Et bah ouais, sur la martingale, les cryptos, les ETF, les actions. Ça peut faire peur aussi. J'en ai fait, oui, mais j'ai tout testé quand même, de près de loin. Déjà, tu peux le faire avec plus petites économies, etc. Oui, même c'est vrai. Même si tu peux toper de l'immobilier à moins cher sur des petites surfaces dans différents lieux. Mais voilà. C'est pas les mêmes échelles. Oui, et c'est pas les mêmes échelles. Et pas les mêmes engagements sur la durée notamment. Je suis d'accord. Mais voilà, j'ai été traumatisé par les Pinel, c'est de notoriété publique. C'est fini le Pinel. C'est fini, on va y revenir. Et voilà, mais force est de constater que on est beaucoup en France, qu'il y a des passoires énergétiques qu'il faut rénover, mais ça marche pas très bien. On a entre la population française, l'immigration, tout ça, et puis tout le monde qui se concentre dans des villes, bien sûr, qui ont du mal à grossir. On a un vrai problème de logement. Exactement. Donc à un moment, la seule solution passera par de la construction, de la promotion. Et donc, il faut quand même se pencher un peu là-dessus. Il va se passer des choses. Il va se passer des choses, sans compter les logements très anciens qui seront bientôt plus adaptés finalement, et que tu pourras même pas faire des travaux sur des vieilles constructions, etc. Donc effectivement, il y a un besoin de neuf qui est très important. Je rappelle ce chiffre, mais 2023, la Cour des comptes dit qu'il faut construire 380 000 logements neufs pendant 10 ans. 3,8 millions. Okay. Ouais, on est très loin du compte, parce que les taux ont monté, que la volonté politique n'a pas été forcément là pour soutenir la production de logements neufs. Ouais, les promoteurs se cassent la gueule, les matières premières coûtent plus cher. Les matières premières coûtent plus cher, mais après, il y a eu un revirement un petit peu, notamment sur le PTZ, où effectivement, là, aujourd'hui, on a prêt à taux zéro. Ouais, prêt à taux zéro, tu peux financer jusqu'à la moitié de ton logement neuf si tu es primo-accédant à taux zéro. Donc, quand tu as des taux à 3,5, c'est vraiment un avantage. Donc, tu vois, ils ont quand même et il n'y a pas de maximum. Tu achètes un logement neuf à 600 000 €, tu vas pouvoir... Si, c'est capé quand même. Il y a les plafonds, etc. Voilà. Mais ça va dépendre vraiment de la zone, du nombre de personnes qui vont habiter dans le logement, du secteur où tu vas acheter, du prix du bien, de tes revenus de l'année N-2. Donc, il y a plein de critères qui entrent en ligne de compte pour savoir à quoi tu as le droit en termes de prêt à taux zéro. Et puis derrière, en plus, tu as le prêt action logement qui vient s'ajouter pour ceux qui achètent du neuf. Donc, tu as 30 000 € à 1%. Et tu as même des boosts de PTZ, si tu as le droit à ton PTZ, de 20 000 € à 0%. Donc, en fait, en cumulant beaucoup de prêts à taux zéro et des taux à 1, tu arrives à des taux hyper préférentiels pour acheter. Donc, ça, effectivement, c'est une volonté politique, parce qu'ils se sont rendus compte qu'en arrêtant le Pinel ou la défiscalisation, il fallait quand même qu'on continue de construire du logement. Et ils ont mis l'accent sur la résidence principale. Voilà. Ok. Très clairement. C'est pas le faire pour l'investisseur, c'est plus pour le faire pour l'accédant à la propriété. Okay. Exactement. Donc, vous l'avez bien noté, on a un nouvel acronyme dans la martingale, le PTZ, qui est on va dire une arme secrète, en tout cas peut-être pour les plus jeunes ou ceux qui n'ont pas encore acheté, primo-accédant. Donc c'est vraiment une arme de financement massive. La première fois que vous achetez, vous avez 25 ans, 30 ans, 35 ans, mais ça fonctionne que dans le neuf. Alors ça fonctionne. Alors ça peut fonctionner dans l'ancien, mais c'est sous condition, en faisant énormément de travaux. Donc 98% des PTZ, c'est dans le neuf. Okay. Il faut juste ne pas avoir été propriétaire de sa résidence principale depuis moins de 2 ans. Si toi, par exemple, Mathieu, tu étais propriétaire il y a 3 ans, qu'aujourd'hui, tu étais locataire parce que tu avais fait un choix de revendre, tu pourrais... Je peux redevenir primo-accédant. Ouais. Alors après, ça va dépendre de tes revenus. Je ne les connais pas. Il faudra regarder si tu t'entres quand même dans la possibilité de le faire. Et si tu gagnes trop, parfois non. J'allais te dire peut-être, j'en doute, et à la fois dans nos vies d'entrepreneurs, comme on se salarie comme des gros blaireaux, et il n'est pas exclu que finalement... C'est pas interdit. Et puis si tu as beaucoup d'enfants, etc., c'est pas interdit que tu puisses rentrer dans les coûts. J'ai beaucoup d'enfants. Mais enfin, plus tu gagnes d'argent, moins le PTZ sera favorable quand même, mais on arrive quand même à... Mais ton patrimoine n'est pas rentré en compte. Non, pas en ligne de compte. C'est uniquement tes revenus de ton année N-2 et ta situation au moment où tu vas rentrer dans le logement.
le nombre d'enfants, chez moi et puis plus gagner d'argent pendant 2 ans. Si tu décides de faire venir ta maman qui va venir chez toi, c'est une personne en plus dans le logement. Comment t'as deviné ma maman est chez moi aujourd'hui en l'occurrence? Mais elle repart demain. Malheureusement. Le 6e sens. Ah oui. Ça ne fonctionnera pas pour le PTZ. Non, qu'elle soit résidente fiscale chez toi. Bon, allez. On a un premier petit indice sympa. Aymeric, rappelle-moi juste pourquoi toi tu connais bien le neuf. Quelle est ta diff, toi? Qu'est-ce qui va faire que aujourd'hui tu vas nous apprendre des choses que d'autres ne connaissent pas aussi bien que toi, et peut-être quel est ton intérêt aussi dans tout ça? Alors bon, moi j'ai créé Papillon Patrimoine en 2019. On est aujourd'hui une équipe d'une 30aine de commerciaux. On commercialise du neuf pour le compte de 140 promoteurs aujourd'hui en mandat direct. Donc si tu veux, on a une vision globale sur toute la France du stock disponible. Et notre métier, notre travail, c'est d'accompagner les gens qui veulent acheter de l'immobilier, qui veulent vivre dans le neuf, de les accompagner pour leur présenter tous les projets qui sont disponibles et voir ensemble, en fonction d'un cahier des charges défini, quel serait le logement qui pourrait le mieux convenir, tout en s'assurant qu'il soit finançable et à quelle échelle on va pouvoir les financer. Donc depuis 2019, on s'est dit, voilà, le neuf, tu peux l'adresser à distance, en visioconférence, et c'est vrai parce que souvent c'est de la vente sur plan. T'as pas à faire visiter l'appartement. Quoique aujourd'hui, on a quand même pas mal de biens qui sont en livraison immédiate, puisqu'effectivement le marché étant plus tendu, les acquéreurs étant moins nombreux, même si ça repart, on a des résidences qui sont construites notamment sur des appartements familiaux où tu peux venir faire visiter. Et donc nous, on travaille avec les promoteurs. Trop bien. Et voilà, on a un regard, si tu veux, au-dessus de la mêlée. Toi, tu me dis, je cherche à acheter, je sais pas moi, à Angers, par exemple. Je veux un T4. Mais comment t'as deviné? C'était devin, merde alors. Et pourquoi pas, la douceur angevine, c'est super. Ouais, tout à fait. Non, mais si tu veux, à Angers, moi je sais, parce que j'ai les outils, j'ai tous les programmes, donc je sais un peu tout ce qu'il y a en termes de stock. Et ensuite, derrière, je vais te présenter ce qui est disponible, ce qui est dans les clous. Et puis derrière, en fonction de ce qu'on trouve, si tu as besoin que j'aille tenter une négociation, de par le volume qu'on fait, parce qu'aujourd'hui on fait quand même un gros volume, on fait presque 30 à 40 réservations par mois, je suis capable d'avoir de la force pour appuyer auprès du promoteur pour essayer de négocier un maximum pour toi. Je ne vais pas tordre le promoteur parce que c'est pas possible, mais il nous est arrivé d'avoir des exemples où effectivement on pouvait avoir des remises qui sont substantielles sur des projets. Et parfois, on n'a pas de remise parce que le promoteur dit j'ai pas de marge en fait. Si je te fais une remise, demain je le vendrai de toute façon. Mais demain je le vends. Donc toujours une question de frais de demande, de loi du marché. Voilà. Donc si tu veux, nous on avait ce besoin de dire on va aiguiller les gens parce que les gens ils sont un petit peu perdus entre Bouygues, Nexity, Kaufman, Cogedim, promoteur XY. On est là aussi pour apporter notre expertise sur le sujet. Aymeric, même si on est partenaire, je dois quand même toujours soutenir et puis c'est notre deal. Ce que se disent les gens qui nous écoutent. Ouais. Là, tu as dit un truc qui va en trigger certains, qui va les émoustiller un petit peu, si je puis dire. C'est on est 30 commerciaux. Ouais. Et donc, moi, j'ai un background aussi très commercial. Ouais. Mais dans un univers comme ça, surtout quand je te disais du trauma des Pinel ou des choses où on essayait de te fourrer, c'était vraiment le truc, un peu des produits un peu tout pourris. Quand j'entends ça, et je pense que je suis pas le seul, je me dis... Bon, c'est un vendeur d'appart, il va aller chercher à me vendre les trucs les plus commissionnés. Est-ce que j'ai et c'est pour ça qu'on fait cet épisode aujourd'hui, c'est pour comprendre comment je peux acheter au mieux, qu'est-ce qu'il faut que je choisisse, mais quels sont tes alignements d'intérêts? En fait, quand tu achètes ta résidence principale, pour un client, en fait, nous on n'est pas, si je te présente un bien ultra commissionné parce que c'est un rez-de-chaussée nord, je sais très bien que ça ne va pas te convenir. Donc nous, notre politique, c'est pas de regarder le bien le plus commissionné, puisque en moyenne, ils sont à peu près tous commissionnés pareil. Combien? 5%, entre 5 et 6% du prix du bien. Et ça, quand tu disais que tu peux renégocier, de temps en temps, on peut négocier ta marge un peu? Oui, je peux négocier auprès du promoteur et pourquoi pas appuyer, négocier ma marge. Ça va dépendre vraiment du promoteur, ça en l'occurrence. De toute façon, moi, si je peux faire le maximum, je fais le maximum. Et puis à un moment, je veux pas non plus... le travail, ça se paye. Tout à fait. Donc effectivement, j'ai pas envie non plus de trop réduire. Mais en fait, quand on forme les commerciaux, même dans l'ADN de Papillon Patrimoine, on parlait de bienveillance. Et c'est pas un vain mot, en fait. Moi, si je te présente le meilleur projet, j'ai beaucoup plus de chances que tu le signes que le projet le plus pourri qui est super commissionné. Donc aujourd'hui, le marché, c'est plus ça. Et puis, avec Internet, etc., tu es capable de voir ce que je te présente. Alors pour l'investisseur, c'est encore autre chose, parce qu'effectivement, l'investisseur, tu pouvais l'avoir avec le Pinel. Je parle pas, nous, c'est pas notre pratique, mais ce que tu disais, le Pinel, en fait, la personne était juste là pour faire de la défiscalisation.
peu importe le bien, etc. Déjà, nous, au départ, quand on a commencé à faire du Pinel ou de l'investissement locatif, puisqu'on est aussi éditeur de logiciels, on regardait les rendements. Et on regardait quel était le secteur, comment il pouvait se développer demain, etc. Et je peux me dire, sans rougir, qu'il n'y a pas un investisseur, on en a accompagné des centaines, qui nous a dit ah, c'est pourri votre truc, ce que vous m'avez vendu, voilà, ils peuvent m'appeler. Enfin, là, je fais les déclarations d'impôts pour pas mal d'entre eux. Il n'y a pas de sujet, en fait. Mais c'est dans l'ADN. Mais c'est pas dans l'ADN parce qu'on est gentil. C'est dans l'ADN parce que si tu es bienveillant et que tu cherches vraiment ce qu'il y a de meilleur, tu as beaucoup plus de chances de signer la personne que tu vois d'aller chercher des commissions pourries. Et les gens sont trop, aujourd'hui, avertis pour se laisser avoir. Enfin, franchement, très clairement. Pour remettre l'église au milieu du village, l'histoire du Pinel, hein, souvent, c'est que on survendait des apparts pas terribles dans des zones pas terribles en disant mais oui, non, mais de toute façon c'est un produit financier, tu vas économiser 10 000 euros de fiscal sur les 10 prochaines années et puis en fait tu payais ton appart 10, 15, 20 000 euros trop cher et à la fin, enfin je dis ça parce que souvent tu le payais vraiment trop cher à l'entrée et tu le revendais beaucoup moins cher à la sortie parce que c'était pas si bien que alors pas pour tout, mais effectivement là tu as raison, il y avait des choses comme ça, mais en fait en immobilier il peut t'arriver effectivement de faire un mauvais achat, mais le Pinel avait déjà corrigé les erreurs des lois passées, parce que pour le coup les lois passées c'est tout et n'importe quoi, mais il y a plein de gens qui ont fait du Pinel qui revendent au même prix, voire même qui ont augmenté. Tu vois, quelqu'un qui a fait un Pinel à Clichy en 2016, je peux te dire qu'il revend plus cher aujourd'hui son appartement. Il a acheté à 4 000 du mètre dans le neuf, aujourd'hui c'est 6 000 ou 7 000 euros dans l'ancien, l'ancien récent en tous les cas. Donc il n'y a pas trop de sujet là-dessus. Mais voilà, après tu mettais le doigt sur un truc qui est intéressant, important, la résidence principale, la RP comme on dit pour un autre acronyme. Ça c'est beaucoup de vos ventes ? C'est 70% de nos ventes. La on RP, garde quand même beaucoup d'invest. Moi, si mon expérience vous intéresse, mais la RP, c'est quand même aussi un autre délire, c'est que c'est un endroit où on va vivre. Et ça change tout. Bien parce sûr. que, alors, il y a potentiellement des attraits du neuf et pas. C'est marrant, j'ai repensé aussi ce week-end à ça, parce que moi je suis dans un appart un peu cossu, pas haussmannien, je dirais pierre de taille, mais c'est beau, ça a du cachet, etc. Mais par moment, je me dis, le neuf, ça a quand même, quand tu vas sur certains potes neufs avec pareil, un peu de cachet, d'une belle construction, un parking en dessous, une isolation de ouf, une belle terrasse. Surtout une belle terrasse, parce que c'est ça, tu as des attraits pour le neuf. Enfin, certains immeubles, quand c'est bien foutu, tu te projettes vraiment dans un truc. Non, mais clairement. On parle plus d'un petit balcon, quoi. Tu vois, on parle de 30 mètres carrés, 40 mètres carrés, voire beaucoup plus. Petit jardin, tu peux avoir un rooftop. Enfin, c'est des trucs incroyables. Et donc, il y a des avantages là-dedans et tu peux te projeter assez vite là-dessus. Et je reviens sur une chose qui est importante, c'est que moi, ma politique là-dessus, c'est que ta résidence principale, si tu la payes 2, 3, 5, 10% trop cher, c'est pas grave. Parce que, en fait, c'est là où tu vas passer, normalement, un bon moment 5, 10, 15 ans de ta vie, peut-être plus pour certains. Tu vas voir tes enfants, tu vas faire des choses comme ça. Et en fait, ça, à un moment, ça n'a pas de prix. Je veux dire, les gens qui font les crevards sur leur résidence principale, j'ai envie de dire, non mais... En fait, ces années-là, tu vas jamais les récupérer. C'est comme faire des gros travaux dans ta résidence principale que tu récupéreras pas si tu achètes dans l'ancien. C'est un peu la même chose en vérité. Et de toute façon, et souvent quand même, tu les récupères un peu, même ces travaux. Mais quand tu achètes un truc comme ça, tu as un cachet qui fait que d'autres se projetteront aussi plus tard là-dessus. Et qu'en fait, il a de la valeur. Donc, et il y a un truc, un calcul que j'ai fait il y a quelques années. Quoi qu'il arrive, si jamais les prix de l'immobilier baissent, c'est pas que ta baraque ou ton truc qui baissera, c'est tous les autres. C'est tous les autres, y compris ce que tu rachèteras. Quand tu revends au bout de 5-6 ans, même si tu as gagné un peu moins, tu es sur ta résidence principale. C'est pas du tout la même chose quand tu fais de l'investissement locatif. C'est pas la même chose. Non, c'est clairement pas la même chose, même si je te dirais que dans l'investissement locatif, une grosse partie de ton achat est financée quand même par les loyers perçus et donc tout à fait, mais l'endettement. Dans l'investissement locatif, pour moi, il faut faire le chien de la casse sur l'achat. Il faut avoir le bon prix. Voilà, très clairement. Mais le très bon prix, je veux dire. Et le bon prix, mais après, je te dirais que le bon prix et le bon rendement aussi, parce qu'effectivement, si tu as un très bon rendement derrière, etc., parce que le marché n'est pas encadré, le marché locatif n'est pas encadré, etc., tous ces sujets-là, on les regarde en détail. Il y a plein de détails. Mais... Pour rentrer dans le vif du sujet par rapport à ça, le bon prix, quand on parle de neuf, le neuf, c'est plus cher, point. Alors, le neuf, c'est plus cher, oui, sur le papier. Au départ, effectivement, tu vas être plus cher. Ça peut être de l'ordre de 15, de 20%, même si en ce moment, on voit des choses qui sont quand même assez incroyables, puisque les promoteurs ont fait quand même des baisses de prix qui sont significatives. Oui, en moyenne, c'est plus cher. Mais en fait, quand tu achètes dans le neuf et quand tu achètes dans l'ancien, moi,
Tu as fait l'expérience de l'ancien et j'ai fait l'expérience de l'ancien. Et j'ai encore fait l'expérience de l'ancien là, puisque on a acheté des bureaux. Ouais. On l'a bien acheté au prix au mètre carré. Par contre, on a 1800 € du mètre carré de travaux. Donc, tu vois, donc en fait, on a déjà 20% du prix du bien en travaux. Je t'ajoute à ça les frais de notaire de 8. T'as pas de frais de notaire sur le neuf frais de notaire dans le neuf, c'est 2%. Là, je te parle des frais de notaire dans l'ancien. T'as 8%. Dans le neuf, t'as 2% quand ils sont pas offerts par le promoteur. Donc, déjà, tu peux avoir 10% d'écart sur ton prix. Donc, ton prix de 20% plus cher au départ, déjà, rien qu'avec l'économie des frais de notaire, si 6%, si les frais de notaire ne sont pas offerts, 8%. Et puis après, les travaux, en fait. Oui, les travaux, c'est ça. Les travaux, ça va extrêmement vite. Attention. Il faut juste se rendre compte, pour le refaire en ce moment, que maintenant, c'est peut-être pas le cas partout en France, mais enfin, honnêtement, un rafraîchissement de base, c'est 500 € du mètre carré minimum. Et c'est rafraîchissement. Ouais, t'es vraiment, peinture, tu refais pas la cuisine. Non, c'est peinture. Tu peux changer éventuellement les portes des placards, mais t'es vraiment très, très, très limite, quoi. Un truc où tu refais tout, c'est 1500 €. Ouais. En tout cas, dans beaucoup de régions. Et puis, on me le disait encore là, j'étais à Annecy. C'est pareil là-bas, c'est pas que à Paris. C'est pareil. Voilà, parce que en plus, c'est pas plus la main-d'œuvre uniquement qui coûte cher, c'est les matériaux. Tout coûte très cher. Et puis ça dure longtemps, les travaux. Ça peut durer 6 mois, 1 an, et ça. Donc tu vois. Quand tu fais les travaux, tu ne rentres pas d'argent, ce que tu sous-entends. Donc là, tu vas perdre aussi potentiellement encore. Donc, ok, dans tous les frais cachés, toi, tu dis que dans le neuf. Y a pas en fait, tu sais ce que tu achètes au départ. Ta copropriété, ça veut dire la vérité, tu es comme tranquille pour 10 à 15 ans. Enfin, je pense que dans l'ancien, tu ne sais pas ce que va voter la copropriété. Donc, il va falloir un moment décaisser de toute façon parce qu'on va devoir refaire l'ascenseur, parce qu'on va peut-être devoir refaire les parties communes, parce que, etc. Plus ton immeuble est ancien, plus il coûte. Ça, c'est très clair. Plus ton immeuble est ancien, plus ça coûte. Donc, effectivement, tu sais ce que tu achètes au départ. Je trouve qu'aujourd'hui, vu que les promoteurs ont vraiment baissé les prix, en vérité, quand tu prends les coûts de l'ancien et les coûts du neuf, tu es au même prix quasiment une fois que tu as fait ta rénovation, tu achètes au même prix. Par contre, les coûts de copropriété sur la longue durée, c'est pas la même chose. Les charges dans le neuf, on a 2 € du mètre carré de charge en moyenne. Dans l'ancien, à Paris, là, j'en parle même pas, on va être à 4,50 du mètre, tu vois. On est à 2, pas de travaux de copro pendant 15 ans. Et puis surtout, ce qu'on se disait, c'est le confort, en fait. Tu dis, quand tu achètes ta résidence principale, tu as envie quand même d'être dans un cocon chez toi. Et c'est super important. Et donc, le neuf permet ça. Après, le neuf, c'est quand même de la rareté. Parce qu'il n'y a pas du neuf partout, comme il y a de l'ancien partout, tu vois. Tu vas acheter à Paris du neuf. Mais toujours dans le quartier de merde. Après, il y en a dans le 15e, il y en a eu à côté, là, dans le 17e, mais je crois qu'il n'y a plus de foncier. Enfin, il y a quasiment plus de foncier à Paris, aujourd'hui, tu vois. Il y en a dans le 13e, mais parce qu'il n'y en a pas. Par contre, quand tu vas dans une ville, on a parlé d'Angers tout à l'heure, pour exemple, l'ancien à Angers va peut-être être autour des 3005, le neuf, il va être autour des 5000. Tu me parles de 1500 € de travaux, 8% de frais de notaire, etc. Tu arrives vite à 5005 dans de l'ancien. Voilà, là, tu peux avoir du neuf quasiment pour le même prix. Tu vois, après, c'est pareil. Plus le prix au mètre carré est bas dans le secteur, plus le neuf, l'écart avec le neuf va être intéressant et très vite comblé, en fait. Et la question, c'est très, pour ceux qui nous écoutent et qui vont dire que je suis vraiment... c'est assez... benet comme question que je vais poser, mais est-ce que t'es pas toujours un peu dans des quartiers de merde quand même? Je viens de le dire, mais je veux dire, même à Angers, même en fait, souvent c'est quand même le centre-ville qui est cool, c'est là où il y a de la vie, c'est là où... mais tu sais, alors ça c'est drôle parce que parfois les secteurs changent aussi. Des fois le centre-ville devient un peu moins attractif. Tu vois, faut pas parler de Nantes, etc. Et après tu as des programmes neufs qui ont été faits sur une ZAC, et puis en fait ils ont aménagé des quais, ils ont fait des choses qui fait que c'est super intéressant parce que tu as des bars, tu as des espaces qui sont ouverts, etc. partout. Non, c'est pas que des quartiers de merde. Et parfois il y a plein centre-ville, tu peux avoir des programmes neufs. Donc effectivement, c'est pas l'hypercentre à Paris, il y aura rien à côté du Palais Royal. Mais par contre, tu peux avoir dans d'autres endroits des projets qui sont faits pleine ville, ou alors, tu sais, en périphérie, mais dans des super secteurs. Parce que souvent, dans le neuf, tu vois, soit tu as 3 pavillons qui ont été enlevés, le promoteur fait une construction résidentielle, soit effectivement, tu as carrément une ZAC que la ville aménage, et puis effectivement, dans cette ZAC-là, il va y avoir des entreprises, il va y avoir du résidentiel, il va y avoir des écoles, il va y avoir des loisirs, il va y avoir un parc, enfin, il va aménager tout un écoquartier avec des vélos, des pistes cyclables, des balades et tout.
Non, mais ce que tu disais tout à l'heure, tu parlais de Clichy, qui est une ville qui a drôlement évolué en région parisienne. Tu vas même avoir des Saint-Ouen qui commencent à devenir assez cool, alors que Saint-Ouen, il y a 10-15 ans. J'allais il y a 20 ans à Saint-Ouen, il y avait les trucs, magasins de chaussures, citer une marque, on peut citer une marque oui, on s'en fout. JM Weston qui était là-bas, c'était magasin d'usine à Saint-Ouen. Ouais. Bon, quand j'y allais, quand je sortais, je longeais les quais de Seine pour aller à ce truc-là, ce petit dépôt de marque, c'était la zone en fait, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Et là, aujourd'hui, ça a poussé. Tu avais des bons plans, toi. Je connaissais pas le magasin Weston. J'étais chaussures à cette époque-là. Mais Weston, ça fait mal aux pieds. Passer chez Church. Ouais. Ok. Donc, on a un peu l'idée sur notamment la résidence principale. Ouais. Sur le locatif. Alors, attends, Mathieu, il y a un truc important, c'est que tu disais le prix. Je t'assure que ton pouvoir d'achat dans le neuf, quand tu as le droit au prêt à taux zéro, n'est pas du tout même que dans l'ancien. Ouais, c'est pareil, parce que le taux... c'est pareil, hein, oui, c'est vrai que... c'est comme si, en fait, je te disais, je te prête 300 000 à 1,5 et je te prête 300 000 à 3. Sur une durée, pas le même prix. Voilà, et c'est pas le même prix, mais c'est combien à la fin la différence de prix au total? Franchement, alors, tu sais, plus tu as de PTZ, plus l'écart, ton pouvoir d'achat... moi, ça m'arrive sur l'ancien, on regarde avec des travaux, on a le pouvoir d'achat, par exemple, à 220 000. Dans le neuf, ton pouvoir d'achat, il est à 310. C'est un délire. C'est un délire. Quand tu commences à mettre du PTZ, à cumuler les aides, ton pouvoir d'achat dans le neuf, c'est 300 000. Et donc là, dans l'ancien, il n'y a rien comparable, c'est 280. Et ça, c'est des choses que vous êtes capable de monter vous-même? Oui, mais en fait, on a les simulateurs. Tu sais, je suis éditeur de simulateurs. On équipe quand même... aujourd'hui, je ne peux pas citer toutes les entreprises, mais y compris bancaires. Réseau bancaire, quand même, on a équipé. Donc, nous, on fait une comparaison. Je te montrerai une comparaison. Tu verras que c'est hyper important. Plus tu as de prêt à taux zéro, plus ton pouvoir d'achat dans le neuf, il est important. Et plus ton pouvoir d'achat dans l'ancien, il est extrêmement réduit. Donc, ça joue aussi. Voilà. Avant de venir, on va parler un peu du locatif et de l'investissement. Et après, je voudrais comprendre comment on achète, qu'est-ce qu'on achète, comment on sait si c'est bien construit, parce que c'est aussi un peu pareil, tu vois. Il y a des... j'imagine qu'il y a quand même des malfaçons de temps en temps, et puis des garanties, des tas de choses, comment je sais. Mais avant tout ça, est-ce que... donc si j'ai pas de prêt à taux zéro parce que j'achète pour louer, est-ce que ça peut être intéressant ou est-ce que c'est toujours moins bien que... Alors, si tu veux, là, on revient sur... Avant que je te parle du prêt à taux zéro de ton pouvoir d'achat, c'est-à-dire qu'en fait, là, tu achètes dans l'ancien, tu te mets en location... Tu as fait des travaux avant dans ton bien pour le remettre au goût du jour, puis tu as intérêt puisque tu as un locataire derrière. Et en plus, tu vas devoir faire des vrais travaux, rafraîchissement, mais si tu n'as pas un bon DPE, il va falloir isoler. Donc ton prix d'achat, il est sensiblement le même. Mais qu'est-ce que tu proposes derrière à ton locataire? Une copropriété des années 70, 80, 90, où ton locataire, il arrive, c'est dans du neuf, il a son parking en sous-sol, il a un balcon, voire une terrasse, un extérieur. C'est pas le même produit que tu proposes à ton locataire. Donc l'attractivité de ton bien, elle est absolument pas la même dans le neuf. De toute façon, ils te le diront, tous les gestionnaires qui mettent en location dans le neuf, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a quasiment même pas d'annonce. C'est-à-dire le premier qui rentre, il loue tout de suite. Mais je pourrais me dire que typiquement, moi, c'est peut-être une question de choix perso, mais l'ancien rénové, ça a un peu plus de chiens aussi. Mais quel ancien? C'est-à-dire, toi, tu parles de... Si tu veux, l'Haussmannien, à Paris, il y en a beaucoup. Mais il y a plein de secteurs dans lesquels tu n'as pas forcément du bel ancien. Ou alors que si tu as du très, très ancien, mais la copro, tu vois bien, les copros parfois. Moi, je veux dire ma copro. Pas d'ascenseur, des trucs, des vieilles copros. Il y en a certains qui m'écoute dans ma copro, mais moi, je milite pour des travaux parce que l'immeuble est en train de partir en lambeaux. En fait. Ouais, mais il faut. Ouais, il faut. C'est vrai que c'est un effort. Mais tu vois, cet effort financier-là, si tu as des copropriétaires qui sont investisseurs, on n'a pas trop envie. Or, c'est une erreur. Il vaut mieux payer des travaux parce que sur la valeur patrimoniale de ton bien dans les années à venir, ça comptera si un jour tu estimes le revendre. Mais effectivement, c'est des budgets qu'un investisseur n'a pas envie dont tu n'as pas envie de s'occuper. Tu es dans du neuf, tu ne te poses pas de questions. En fait, c'est un peu boring le neuf pour un investisseur. C'est-à-dire que, en fait, pendant 15 ans, tu n'as rien à faire. T'as rien à faire. C'est le rêve. 15 ans, il n'y a rien à faire. Tu n'es pas là, tu vas pas aller, tu n'as même pas besoin de te déplacer aux AG de copro. Qu'est-ce qu'on va voter? On va pas voter un ravalement, on ne va rien voter du tout. En fait, on va voter les jardins. Mais tu arrives souvent à trouver du neuf dans des régions sexy sur lesquelles la location va couvrir ton emprunt. Ouais, alors oui, tu arrives à trouver une égalité entre... Enfin, ça va dépendre de ton apport, de plein de choses, etc. Mais tu vois, par exemple, dans le pays genevois, la demande dans le neuf, elle est extrêmement forte. Donc, je parle de l'agglomération genevoise, mais même dans à Genève?
agglomération Mais genevoise. autour en France. Autour en France. Okay. Autour en France. Mais même dans les Alpes, vu le coût de l'énergie, un logement ancien, quand tu vas chauffer au mois de décembre à Grenoble, il y a intérêt à ce que tu aies un bon chauffage et une bonne isolation. Mais partout pareil, en fait, sur ces secteurs-là. Donc là, la demande de neuf, elle est hyper attractive. Ça pousse comme des champignons et les gens ne veulent quasiment acheter que ça. Et donc nous, on a des investisseurs. Moi, j'ai fait faire plein d'investisseurs, notamment. Alors, suite à un passage avec une de consoeurs, Delphine Pinon, ouais. On a eu un tas de gens, investisseurs, justement, suisses, qui ont dit, nous, on veut acheter en France, parce que alors, les prix d'immobilier en Suisse, etc., c'est les Français qui sont expats, dans tous les cas. Et donc, on a fait beaucoup d'opérations là-bas. Mais tu verrais l'attractivité de ces secteurs-là. Tu n'as pas d'encadrement des loyers sur ces secteurs-là, etc. Et donc, en fait, la demande de neuf sur ce secteur, elle est extrêmement importante. Et ça compte. Je me trompe peut-être, mais j'étais donc à Annecy, je te l'ai dit là. Tu m'as parlé, Annecy, par exemple. Et en fait, dans ce coin-là, c'est peut-être à cause du froid, mais je connais 2-3 promoteurs. Ouais. Et je trouve qu'ils construisent bien en plus. Je ne sais pas si c'est vrai dans toutes les régions, mais en tout cas, peut-être avec le froid, etc. Mais moi, tout ce que j'ai vu, c'est super quali dans ce coin-là. Ah oui, mais même tu regardes même les résidences de tourisme des années 70 de montagne, tu sais, quand tu loues, etc., tu vois quand même, c'est du costaud en fait, les matériaux et tout. Mais ouais, ils peuvent pas se tromper de façon d'isolation. Je pense qu'ils en surrajoutent parce qu'effectivement, il va faire moins 10 l'hiver. Donc tu as intérêt, ton radiateur, t'as pas intérêt à des perditions d'énergie parce que du coup, tu vas avoir une facture à 400-500 euros de chauffage par mois pendant les mois d'hiver. Donc, non, ils construisent bien, évidemment. Et puis maintenant, aujourd'hui, je pense que les promoteurs qui faisaient du Pinel, c'est fini le Pinel. Donc, tu n'es que dans la résidence principale, quasiment. Enfin, il y a des investisseurs. Peut-être l'occasion d'en reparler à un moment, des nouveaux dispositifs qui sont en cours d'arriver. Ah oui, vas-y. Ouais, c'est pas fait encore, donc je préfère. À la limite, ce sera l'occasion d'en reparler une autre fois, parce que pour le coup, il n'y a rien de figé, etc. Mais sur la qualité des promoteurs aujourd'hui, franchement, il y a moins de demandes. Donc ils ont plus le temps de se concentrer sur des bonnes opérations. Et finalement, ils assoient quand même leur marque. Même si, tu vois, c'est important d'avoir des bons commentaires, savoir que tu fais de la qualité, etc. Et très honnêtement, il n'y a pas trop de mass market. Il y en a moins en tous les cas qu'avant, effectivement. Okay. Et les promoteurs qui faisaient de la daube, ils sont morts, en fait, en 3-4 ans. Ceux qui sont encore là, c'est ceux qui tiennent. Voilà. Donc oui, après, il faut de l'expertise. Le promoteur ne va jamais te dire qu'il n'est pas bon. Je vais te donner un exemple. Tu vas prendre Nexity ou Cogedim ou Kaufmann. Ils produisent des milliers de logements chaque année. Si tu commences à taper avis Kaufmann, avis Nexity, il est évident que tu vas tomber sur des avis négatifs. Parce qu'il y aura toujours, sur 5000 logements, quelqu'un qui n'était pas content, qui a eu ceci, qui a eu un retard, cela, etc. Mais j'ai envie de te dire, tu tapes Mercedes, avis, tu auras les mêmes commentaires négatifs. Je crois qu'ils ont 2 étoiles, etc. Ou tu tapes BMW alors qu'ils font bon. Il n'y a que sur Mathieu Stéphanie quand tu tapes avis. Ouais, non, là, c'est 5 étoiles. Ou Papillon Patrimoine. Patrimoine. Voilà. Oui. Franchement, on n'a que les avis positifs. Et avec des beaux témoignages, même avec des témoignages émouvants. J'invite les gens à regarder. Non, mais c'est vrai. Il y a des gens qu'on a. Excusez-nous pour cette. Il y a des gens qu'on n'a pas lâchés. Vulgaire. Non, mais il y a des gens qu'on n'a pas lâchés. Je pense à quelqu'un qui est professeur à Montpellier. On lui trouve quelque chose vraiment d'extraordinaire avec presque 150 mètres carrés, moins de 210 000 euros. Et en fait, on a tenu avec les promoteurs parce qu'elle a eu des refus de financement, machin, etc. Et à un moment, elle a réussi à avoir un apport de famille 6 mois, 8 mois plus tard. Et elle est devenue propriétaire, ça a duré 9 mois. Entre le choix du projet et tout, etc. Elle a écrit un long message. La commerciale qui l'accompagnait, elle en a pleuré tellement elle l'a subi, tellement il y avait de l'empathie là-dessus. Alors, c'est important, voilà. Et nous, on sait, les promoteurs qui font plutôt de la bonne qualité. Mais après, tu peux regarder des avis sur Internet et que ça. Puis de toute façon, tu vois les constructions. Enfin, je veux dire, tu regardes la plaquette, tu vois les éléments choisis, tout et que ça. Bah, ça se voit un moment, hein, comme quand tu passes devant un immeuble, tu vois ce qui est beau, pas beau quand même, tu vois. Dis-moi juste comment on avance, comment on choisit. C'est quoi l'appartement neuf idéal de tes rêves à toi, par exemple? Alors moi, ça serait vers la mode Piquet-Grenelle. Une terrasse de 40 mètres carrés. Dis-moi carrément devant le bon marché. Tant que pourquoi pas devant le bon marché? Il n'y a pas trop de foncier. Non, mais la mode Piquet, c'est bien. C'est-à-dire que tu as le côté 15e et tu peux vite aller marcher dans le 7e, etc. C'est un secteur que j'aime bien. L'appartement de mes rêves, ça serait
Ouais, un T5 avec une terrasse de 35-40 mètres carrés, parking en sous-sol. Voilà, j'entends pas mes voisins. Moi, je vis dans de la pierre de taille. Je veux dire, t'entends le voisin qui appelle l'ascenseur, t'entends le bruit. Le grincement du parquet, ouais. Grincement du parquet et tout. Et ça coûterait combien un truc comme ça si ça existait? 1 million, 100 mètres carrés, on va dire 110 mètres carrés, un T5. Là où c'est, 1,8 million, quoi. Avec une terrasse de 40 mètres carrés, 1,8 million, 1,9 million, quoi. Voilà. Ok. Village suisse, il y a des choses, mais c'est de l'ancien quand même. Il y a des grandes terrasses, il y a des grands balcons, mais ah non, mais moi ça serait mon rêve. Demain, tu me dis, Émeric, je change ton appartement. Tu as le même dans du neuf, je n'hésite, mais même pas une seconde. Mais vraiment, hein, pour le coup. Moi, ça y est, j'ai soupé de la pierre de taille. Non, mais c'est vrai que vous m'avez montré 2-3 trucs assez cool. Ouais, faut les regarder, ouais, faut tu vois les vidéos. Il y a des choses quand même sur lesquelles tu te projettes assez bien. Ouais. Et c'est drôle parce que dans les grandes villes françaises, on a aussi cette culture un peu de l'ancien quand même, cachée, etc. Et moi, j'ai vécu un peu à Londres, un peu à New York. Et en effet, moi j'étais dans des trucs neufs qui étaient tellement bien. Ouais. Des salles de bain, les cuisines, les trucs, c'était hallucinant. Et en effet, c'était cossu, c'était joli, c'était bien fait, c'était bien construit. Ok. Quand on achète, moi, alors ça, vraiment, à la fois, j'ai envie de me dire, je vais être le premier à shooter, comme ça, je vais montrer, le promoteur, il a besoin de montrer qu'il y a de l'attraction sur ton truc, ou alors le dernier, parce qu'il va me vendre le dernier lot. Je me dis, si j'attends le dernier, j'aurai jamais le meilleur lot de l'immeuble. Non. Bah, si tu voulais la terrasse comme moi, de 40 mètres carrés au dernier étage, etc. Tu la shootes au prix qu'il te propose, quoi. Ouais, tu la shootes au prix qu'il te propose. Alors après, si c'est, tu vois, c'est marrant, on fait des vidéos de témoignages clients. C'est-à-dire qu'on est allé à la rencontre de clients qui ont été livrés, qu'on a accompagnés. Donc, je visite à Châtenay-Malabry. Je fais l'interview d'un client qui a été livré d'un T5 en duplex avec une terrasse de 35 mètres carrés. En fait, c'est Châtenay-Malabry, c'est limite Parc d'Ossau. Okay, c'est collé à Sceaux. Tu vois le parc de Sceaux, dans le 92. En dessous de Montrouge et tout ça. Ouais, un tout petit peu plus loin. Sceaux, c'est un très beau parc. C'est un mini Versailles, etc. Donc, je vais à la visite. Terrasse, 40 mètres carrés, T5 en duplex, avec dans le salon cathédrale, puits de lumière. Il l'a payé, il fait un peu plus de 100 mètres carrés, il l'a payé 700 000 €. Il est affiché à 800 000 €. On l'a fait payer 700 000 €. Je te dis ça en septembre 2020. On a fait la signature en juillet 2023. 2024, excuse-moi. Et il a emménagé en septembre-octobre. Bah, franchement, 700 000 €, enfin on a 6 500 € du mètre, là où c'est avec le parc de Sceaux à côté. Très honnêtement, aujourd'hui, il le revend, il fait déjà une plus-value, vu l'appartement. Et là, il s'est fait plaisir. Et il m'a dit, en fait, quand Christopher, parce que Christopher, un commercial qui a présenté ça, il m'a dit, quand Christopher m'a montré ça, je m'y attendais pas, en fait. J'étais parti sur une maison dans l'ancien, etc. On était à Massy, et puis il m'a montré ça. Il m'a dit la remise, j'y suis allé, si tu veux, tu vois. Donc là, on était en fin de livraison. Ah, donc ça arrive. Donc là, on a eu 100 000 €. Mais quasiment comment ça s'explique 100 000 € en cumulé. Bah, le promoteur, il a une grille, si tu veux. À un moment, quand il reste des lots. Oui, il doit les larguer. Il veut les larguer, en fait. Et donc, il est capable de faire des prix, en fait. Tu vois, lui, ce qui va compter, c'est sa marge finale, en fait. Il a un stock de X milliers de mètres carrés à vendre. Donc, au départ, tu peux avoir des vraies baisses de prix si c'est livré dans très longtemps parce qu'il faut de l'attractivité. Donc, au lancement du programme, souvent, tu vas avoir du choix de lot et tu vas avoir du choix de prix. Parce que quand même, l'idée, c'est qu'il écoule un maximum de lot, qu'il obtienne ce qu'on appelle sa garantie financière d'achèvement, qui va lui permettre de financer le démarrage des travaux. Donc, plus il commercialise vite, plus il obtient sa GFA. Donc là, tu peux quand même essayer de le tordre un peu alors oui, tu peux. Alors, mais déjà, lui va être attractif sur les prix. Le tordre, enfin, mais à un moment, le directeur de programme, il y a des directeurs de programme, ils te diront non, en fait. Tu vois, là, le lot à 700 000 €, le 800, je veux dire, là, tu pouvais plus tordre personne, en fait. C'est à prendre ou à laisser, quoi, en fait. Et eux, ils étaient contents de faire entrer 700 000 € de cash dans le bilan de l'opération, en fait, tu vois. Et donc, ils ont consenti à ça. Et notre client, il a acheté un super truc. Et il y a une différence entre les bons et les moyens et les mauvais. Je veux dire, est-ce que tu achètes un truc, justement, on parle du premier étage, orientation plein nord. Il y en a quand même, tu vois. Il y en a, c'est moins cher dans la grille, ça c'est sûr. Bah oui, j'ai envie de dire neuf ou ancien, effectivement, le plein nord, premier étage, il va pas forcément être lumineux, mais là encore, ça va dépendre. Si c'est un premier étage côté nord, mais qui donne, je sais pas, moi, sur les rives de l'Èdre, à côté de Nantes, c'est peut-être pas la même chose, si tu veux. Ou c'est un premier étage nord, mais t'es à Montpellier, et en fait, le soleil, en fait, tu veux pas de plein sud. Personne veut du plein sud à Montpellier aujourd'hui, si tu veux.
l'ouest à la rigueur, du nord-ouest, tu vois. Donc là, ça peut le faire, mais en fait, il faut regarder derrière sur le plan de masse, où est-ce que ça donne, sur quoi ça donne, etc. Premier étage, si tu es dans une résidence avec une cour jardin assez importante et tout, etc., que tu es dans le sud. C'est dégagé. Bon, tu vois, mais si t'as un premier étage sur rue, sur une avenue passante, ouais, ça va être un peu plus compliqué. Et t'as du neuf, un peu what the fuck, je sais pas, avec de la salle de sport, de la piscine, je sais pas, des trucs communs un peu cool, ou c'est toujours, on est toujours très classique là. Ouais, alors on est quand même très classique. Souvent, ça va être de la résidence senior service où tu as de la piscine, etc. Donc que tu peux acheter, mais que tu peux acheter derrière, il faut assumer les charges hyper élevées. Tu sais, c'est comme tu en vois des fois dans Paris des prix de biens immobiliers dans l'ancien, tu dis, attends, ce truc-là dans le 16e, 100 mètres carrés à 600 000 euros, et en fait, tu te rends compte qu'il y a 800, 900 euros de charges mensuelles. Mais il y a ce genre de choses. Alors, la salle de sport, la piscine, c'est vrai que c'est plutôt aux US, là, pour le coup. C'est marrant que les Dubaï standards, et tout, etc. C'est marrant que nos standards, ils bougent pas tant. Non, parce que sur du neuf, on pourrait se dire, enfin, qu'il y a une quelques, tu vois, notamment le co-living aurait pu nous imprégner un peu dans certaines choses, se dire finalement, peut-être pas une laverie, les gens aiment bien laver chez eux, j'en sais rien. Mais aux US, ça, la laverie en bas, etc., dans certains immeubles, etc. Mais en France, tu as quand même dans le sud des résidences avec piscine, enfin ce genre de choses, ça construit. J'en ai vu dans le sud-ouest il y a quelques années. Ouais. Mais tu vois, la demande parisienne, etc., tout ça, pour avoir ce type de choses, il faut faire de la verticalité. Quoi. En fait, tu peux pas mettre tu vas pas mettre des services parce que ça coûte... tu fais 800 mètres carrés d'espace commun. Bon, bah, il faut que ton bilan de l'opération soit bon. Donc, vaut mieux que tu aies 15 étages. Et là, tu pourras t'amuser à faire ce genre de choses. À Londres, question aussi de prix. À Londres, j'ai vu un truc cool dans un truc neuf d'il y a 10-15 ans. Quoi, mais ils avaient un rooftop partagé. Ouais. Avec de barbecue, machin, tout ça. Il y a ça, il y en a quelques-uns comme ça. Tu te retrouves, puis tu vas, puis t'as un voisin qui lit un bouquin, et puis tu fais ton barbecue, puis t'en as d'autres qui viennent, et puis ça boit des coups, et puis c'est sympa. Bah, c'est sympa, Mais c'est marrant, je trouve que ça a assez peu évolué, quand même. Non, mais c'est plus une question de... Je pense que tu retrouveras plus ça sur la verticalité. Okay. Et peut-être à Londres, c'était un immeuble qui faisait... C'était assez haut, plusieurs étages. Oui, c'était super haut. Ça devait faire 18 étages. Voilà, c'est un gros truc. Verticalité. Ouais. Qu'est-ce qu'on... Tu as des règles, je sais pas, des grandes règles dans l'achat du neuf, des choses à regarder, des checkpoints, des... Ouais, alors déjà, tu sais, quand tu regardes une opération, la plaquette, tu vas consulter un peu le promoteur, tu regardes ce que c'est, le plan de l'appartement, voilà, comment il est fichu, l'orientation. Mes chambres, elles sont quoi? Elles sont côté nord, elles sont côté sud. Mon salon, il donne comment? J'ai un plan, il y a les fenêtres, hein. Donc je sais s'il y a une triple exposition de fenêtres, etc. Donc on t'accompagne aussi sur regarder le plan. Et puis après, c'est dans le contrat de réservation. Parce qu'en fait, dans le neuf, l'achat, il se passe comme ça. Il y a un projet qui te plaît, il y a un prix, tu dis ok, je le réserve, donc je fais un contrat de réservation. Ce contrat de réservation-là, ça t'engage à aller chercher un financement auprès de la banque. Oui, non, tu as ton financement, tu passes chez notaire, quand c'est actable. Sinon, tu n'as pas ton financement, le lot il revient à la vente et puis basta. Et donc, tu as un contrat de réservation qui fait à peu près de 200 à 300 pages. Il y a 15-20 ans en arrière, c'était 10 pages, un contrat de réservation. Aujourd'hui, il y a un gros contrat de réservation. Donc, ce qu'il faut regarder, c'est le plan du lot, les annexes. Est-ce qu'il y a bien les parkings qui vont bien? Est-ce que si tu as une remise, il y a bien les remises qui ont été annoncées par le promoteur? Est-ce que si le promoteur a dit je offre les frais de notaire, est-ce que dans le contrat de réservation, il est bien spécifié que le jour de l'acte, les frais de notaire sont offerts, etc. Il y a tout ce qui est la description technique. Donc là, est-ce qu'il y a des locaux à vélo? Est-ce que c'est chauffage au gaz? Est-ce que c'est chauffage électrique? Est-ce que c'est raccordement urbain? Combien de points d'entrée, de prise dans l'appartement et tout? Enfin, c'est long, un contrat de réservation. Il y a beaucoup de choses à faire. Il faut mieux être accompagné pour sa lecture. Même si je ne doute pas qu'avec ChatGPT, aujourd'hui, tu peux prendre un contrat de réserve. Oui. Tu demandes à ChatGPT, dis-moi si tout semble correct. Tu as raison, après, il faut quand même faire attention aux limites. Il y a une limite. Ok. Je suis un grand promoteur de l'IA. Hein. Ne nous méprenons pas, mais en l'occurrence, ce sont des choses qui peuvent te coûter très cher. Je ferai quand même un double check. Très clair. Et d'ailleurs, ça me fait penser, quand on parle de construction, etc., quand on te livre, alors notamment peut-être encore plus quand c'est chez toi que quand c'est pour d'autres, mais... En fait, tout est prévu dedans. Donc, tu vas voir peut-être pas la cuisine, mais tu vas voir le parquet, les couleurs, les salles de bain, les machins. Tout sauf la cuisine. Et chez toi, c'est un peu relou. Je veux dire, moi, j'aimerais bien ne pas avoir le même immeuble que tout le monde. Et puis, le même appart que tout le monde. Mais tu peux choisir. Non, mais tu as des travaux. Alors, si tu arrives suffisamment tôt, tu peux faire des travaux modificatifs d'aménagement. Tu peux dire, je veux pas tout ça, je le ferai plus tard. Non, je veux tel parquet, je veux telle chose. Tu as une liste standard.
Et puis après, tu veux un parquet différent. Je veux une pointe de Hongrie, je veux un machin. Voilà, ouais. Alors, point de Hongrie, je sais pas s'ils le feront, parce que je sais plus s'ils ont la technique pour ça. Non, mais tu vois, tu peux choisir la faïence, tu peux choisir plein de choses. Donc ça, tu peux le faire, mais ça, c'est en début d'opération, les travaux modificatifs. Et puis à un moment, si tu es trop près de la livraison, 6-7 mois avant la livraison, là, c'est figé, en fait. Voilà, donc suffisamment tôt, tu peux ne pas avoir le même appartement que tout le monde, le même intérieur. Mais effectivement, c'est une livraison clé en main. Tu rentres dans ton appartement, tu n'as plus qu'à poser tes meubles et meubler ta cuisine si tu ne l'as pas pensé avant. Et checklist, tu mets quoi d'autre dedans? Tu me disais. Alors, nous, on accompagne nos clients très souvent à la livraison de l'appartement. Donc, en fait, tu as toujours une pré-visite. Il y a une visite qu'on appelle la visite des cloisons. Donc, ils te font visiter l'immeuble. Quand il n'y a plus rien qui peut te tomber sur la tête, là, tu vas visiter l'appartement. Tu regardes, il est brut un peu. Hein, donc, ouais. Et puis après, tu as le jour de la livraison. Donc là, c'est remise des clés. Et là, effectivement, tu as une checklist. Déjà, le promoteur, il y a quelqu'un qui vient avec une checklist. Et puis nous, on se déplace. Des fois, si vraiment il n'y a personne sur place, on va donner toutes les directives. Mais c'est de tester, de regarder que tout va bien. Les plaintes, les fenêtres qui ferment bien. 2-3 fois, faire couler l'évier, tester toutes les prises, regarder s'il y a bien la peinture qui est bien faite. Voilà, et puis ce petit genre de choses. De toute façon, après, si jamais tu as un problème, tu as 2 ans de garantie sur ton bien à l'intérieur de 2 ans, la biennale, et puis tu as la décennale pour l'immeuble. Et oui, tu vas checker. De toute façon, demain, je te fais visiter. C'est comme quand les travaux sont finis, tu vas regarder à la livraison des réserves. Ça s'appelle la levée des réserves. Voilà. Et ça peut arriver que parfois, il y ait des petits soucis. Une fenêtre fissurée ou ce genre de choses. Voilà, il y a des travaux à refaire. Le promoteur doit s'engager à refaire pour te livrer les clés quand tout va bien. Ok. Je dois forcément passer par un intermédiaire. Je veux dire, comment je trouve, si je veux pas filer 5-6% à Papillon Patrimoine? Ça ne changera rien. En fait, tu paieras ces 5-6% de toute façon parce que c'est un prix de grille. Okay. Le promoteur, en fait, il a ce qu'on appelle des frais commerciaux. Donc, que tu passes par nous ou que tu passes par lui, ça tu passes changera par la pas. Petite cabane en bas de son immeuble, là. Ouais. En fait, il doit nous obtenir les mêmes remises, si tu veux, contractuellement. Alors, donc, nous, on les a et on a une marge de manœuvre là-dessus. Mais le prix, c'est un prix public. Donc, que tu passes par lui ou tu passes par nous, ça ne changera pas. Disons que nous, on va avoir un œil plutôt extérieur et on va être très pédagogue. Là, la personne qui est dans sa bulle de vente, je ne sais pas qui c'est, le commercial, etc. Lui, il a tout intérêt à vendre cet appartement-là. Nous, disons, on va prendre de la hauteur, on va te dire, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais les promoteurs, ils travaillent avec nous, en vérité. C'est-à-dire que pour certains, même, on est la plus grosse force de vente. Ils se vendent plus d'appartements par des prestataires externes comme Papillon que par eux-mêmes, si tu veux. Okay. Donc non, tu toucheras le même prix. Voilà. Qu'est-ce qui fait qu'un bien neuf, une fois qu'il est sorti, peut se valoriser, dévaloriser, on va dire, au-delà des qualités intrinsèques? Est-ce que le fait que tu sois, par exemple, je dis dans un quartier ou dans un lieu où soit il y a 0 construction, et puis je dis... Enfin, tu vois, là, j'ai des exemples simples. Moi, ici, il y a eu Pont-Cardinet, juste à côté, tout le quartier qui est sorti. La ligne 14, c'est merveilleux, ça a fait tout exploser dans le coin. Quoique je sais pas sur le neuf si vraiment. Je sais pas les prix. Tu as regardé les prix? T'as vu les bientôt? Il y en a à vendre ou pas? J'ai pas regardé. Je sais qu'à l'époque ils vendaient ça 14 000 € sur des trucs pas mal quand même. Mais 14 000 € dans le coin, ça reste cher. Mais en l'occurrence, tu avais des terrasses de mémoire, enfin sur des trucs comme ça qui étaient voilà. Donc tu payes. Si tu as de la surface pondérée, une terrasse, évidemment, dans tes 14 000 €, en fait, tu as oublié de dire que tu avais 25 mètres carrés de terrasse et que 25 mètres carrés de terrasse, ça a un prix en fait. Pondéré, c'est 10 mètres carrés de plus. Est-ce que si tu es peu importe dans toute la France, il y a plein de programmes neufs autour de toi, je sais pas, je prends offre et demande par exemple, est-ce que ça peut faire baisser la valeur du neuf parce qu'il y a beaucoup de produits sur le marché? Mais il n'y en a pas assez. On en revient, Mathieu, en fait, il n'y a pas assez. Donc en fait, en gros, je vois pas comment ça pourrait faire baisser la valeur. Je ne te dis pas que si tu achètes un bien neuf, que tu le revends dès le lendemain, tu vas pas perdre un peu d'argent. Et encore, ça dépend. Si tu l'as acheté 2 ans avant la livraison et que les prix sont montés, etc. Mais ce qui se vend le mieux aujourd'hui, là, c'est pas l'ancien. Hein. C'est le neuf d'il y a 3, 4, 5, 7, 8 ans. Ce qui se vend le mieux en termes de prix, ce qui tient les DPE, Mathieu. Le DPE, en fait, tu fais visiter un bien dans l'ancien. Le diagnostic de performance énergétique. C'est la première chose qu'on demande, en fait. C'est quoi votre DPE, en fait? Et les travaux, les gens, ils sont au fait que ça coûte cher aujourd'hui, les travaux. Ils le savent très bien. Un chantier, tout refaire pour remettre aux dernières normes, etc., ça a un prix. Et donc oui, tu vas pas faire de la plus-value tout le temps achat-revente aujourd'hui. Et puis, ça dépend de tellement de choses. Le prix, comment il est, le marché dans 5 ans, 6 ans, 7 ans. Je suis incapable de dire, mais regardons un secteur, regardons ce qui se construit, regardons la réserve foncière, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une ZAC à côté qui est en train de construire, c'est quoi les projets de la ville là-dessus?
Si tu veux, tu vas acheter des biens dans le neuf, tu veux pas les... Le mètre carré dans l'ancien plein centre, il est à 6 000. Dans le neuf, tu es un peu en périphérie, mais tu es à 4 500. Et par contre, tu as tout le quartier qui est en train de se refaire, qui est en train de construire. Il pousse un parc, il pousse des voies cyclables, tu vois, il y a un ruisseau, il y a un petit lac. Enfin, c'est des prix qui vont monter demain. C'est là où les gens voudront aller demain, plus qu'en centre-ville, par ailleurs. Ou avec ta voiture, tu ne pourras plus aller. Et en région, parfois, ça compte pour se déplacer en voiture. Mais regardons le secteur, les commerces et les projets aux alentours qui vont se développer, oui. Mais ce qui se vend le mieux, c'est le neuf. Aujourd'hui, ce qui se vend le mieux, je veux dire, tu vends demain un appartement avec 30 mètres carrés de terrasse dans du neuf. Il n'y a pas de travaux, c'est délivré il y a 6 ans. Oui, s'il y a la terrasse, évidemment, si elle n'y est pas. Et même s'il n'y a pas de terrasse, il y a un balcon. Enfin, c'est très rare que tu n'aies pas au moins minimum 6 mètres carrés, 8 mètres carrés de balcon. C'est presque un minimum pour un appartement, hein, d'avoir 2 balcons. Hein. À Paris, un balcon, c'est 2 mètres carrés quand tu en as. Dans le neuf, tu as des balcons de 6 mètres carrés, 7 mètres carrés, 8 mètres carrés. Il faut s'imaginer ce que c'est 8 mètres carrés, c'est une chambre. Hein. Où est-ce que tu peux te prendre les pieds dans le tapis? Où est-ce que tu vois Où est-ce que tu peux te faire avoir? Le promoteur qui fait une grille de prix de malade, où tu es à 30 ou 40% au-dessus du mètre carré de l'ancien, qui n'est pas justifié. Mais de toute façon, aujourd'hui, ils ne peuvent plus se permettre de faire ça parce qu'ils ne le vendent pas. Autant, je te dirais qu'il y a quelques années en arrière, avec la carotte du Pinel, plus la déficit qui était calculée sur le prix du bien. Donc, en vérité, ils y gagnaient. Aujourd'hui, très sincèrement, en résidence principale, c'est compliqué de te faire avoir. Et aujourd'hui, un promoteur, s'il ne fait pas des prix un peu attractifs, il ne vend pas, en fait. Donc, là, aujourd'hui, c'est compliqué de se faire avoir. C'est plutôt des affaires à faire et des coûts à acheter du neuf pas cher. Je pense, en tous les cas, aujourd'hui, c'est ce qu'on constate, nous, avec des vrais prix qui ont baissé. Ok. Tu recommandes de visiter combien de biens avant d'y aller? Moi, je te dis, je fonctionne au coup de cœur. Donc, en fait, après, dans le neuf, si tu veux, quand c'est pas visitable et c'est sur plan, tu te projettes, en fait, tu vois, tu as le plan de masse, tu regardes où ça va être situé, tu vois les volumes quand même. Enfin, je veux dire, tu as un séjour de 30 mètres carrés, tu as un balcon qui fait, 7 mètres carrés filant dans le séjour. Tu connais la hauteur sous plafond, tu sais l'emplacement, tu sais que tu seras bien, tu sais exactement sur quoi va donner ton appartement demain, si tu veux. Donc, je te dirais que parfois tu vas acheter des choses avec un gros PTZ que tu pourras pas t'acheter dans l'ancien et qu'il faut que tu fonces. Et puis tu sais, sur le quartier à un moment, je sais pas toi Mathieu, est-ce que quand t'es pas parisien, t'étais si je suis du 17e. Ah non, je suis grandi en Normandie, mais ça fait 25 ans que je suis à Paris. Tu t'es installé, quand tu arrives à Paris, tu as commencé dans quel arrondissement? J'ai commencé dans le 16e. T'as commencé dans le 16e. Et après, t'étais bien j'ai fait beaucoup de 16e et j'étais très bien. J'ai fait un cartade à Montrouge et j'ai trouvé ça moins bien. Ouais. Et puis, je me suis embourgeoisé dans le 16e, tu vois. Et puis maintenant, je suis dans le 17e. Et t'es dans le 17e. Ouais. Et aujourd'hui, t'aurais pas envie de quitter le 17e? Non, t'as jamais envie de quitter là où t'habites. Voilà, t'as jamais envie de quitter là où t'habites. Donc, ça dépend tellement de là où t'es arrivé. Et ce que je dis aux gens souvent, vous allez acheter du neuf, vous serez dans un cocon chez vous, regardez l'environnement, vous verrez. Là, aujourd'hui, vous voulez ça parce que vous êtes installé là. Mais demain, quand vous serez là-bas, vous ne pourrez plus quitter votre quartier. Et vous serez bien, en fait. Tu vois. C'est vrai. Je suis en train de chercher un endroit où il y a... Ah, je crois que j'ai trouvé, il me semble. À Prisme, Crèche, Babylou, Prisme. Ça te parle, un endroit à Clichy, en face d'un parc qui avait un siège de L'Oréal avant. Ils ont construit un énorme truc. Ouais. Je vais chercher, mais je crois que c'est ce machin. Ça s'appelle. C'est un truc que tu lorgnes, ça. Non. Pas pour toi, mais je l'ai juste vu. Non, mais je le voyais au début. Je me disais, waouh, mais jamais j'investirais ici. C'est la friche, c'est affreux, etc. Ouais, puis depuis qu'ils l'ont sorti et que tu vois le truc qui est assez beau et bien fait, etc. Et qu'il y a un parc en face, etc. Tu te dis. Et ce qui est drôle, c'est que c'est pas si simple de se projeter. C'est pas facile. En revanche, parce que j'allais dire, je pense qu'il y a quand même une règle, c'est qu'il faut se déplacer. Quand bien même là j'aurais eu du mal à me projeter, ne pas aller voir le quartier. Moi, dans les comment t'appelles ça, les Robiens et les gens comme ça, les gens qui ils ont acheté des trucs dans des périphéries, des trucs. Ah mais ils ont même, on m'a raconté parce que moi j'ai pas vécu ce temps-là. En fait, ils regardaient même pas le bien. Ils signaient un contrat, ils savaient même pas ce que c'était. Ça vaut 150 pour étendre des fiscs, voilà. Ils ne regardaient même pas. Mais c'est là où il faut regarder un peu les PLU, les plans locaux d'urbanisme, les choses. Où est-ce qu'il va y avoir des permis? Qu'est-ce qui se passe dans la zone? Bien sûr, qu'est-ce qui se passe dans la ville? Les permis. Et puis souvent, tu sais, l'information, la donnée, elle est publique aujourd'hui. Très honnêtement, tu vois bien un immeuble neuf, tu peux te balader sur Google Maps, regarder tout ce qu'il y a autour, etc. Et tu peux regarder quels sont les projets. Tu vois, là, on va du Thonon, proche du port de Plaisance. Tout le parc qui donne sur le port de Plaisance est en train d'être refait pour plusieurs millions d'euros. Donc, t'imagines bien Thonon-les-Bains.
Ouais, à Thonon-les-Bains, Thonon-les-Bains, la Clément, etc. Et donc, en fait, tu peux regarder aux alentours ce qui se passe, etc. L'investisseur, il va peut-être moins se déplacer. Moi, ce qui m'emmerde dans ce Mais truc-là, l'acheteur en résidence principale, il va se déplacer. 9 fois sur 10, il va aller sur le secteur, il va aller regarder. Je peux te jure, il réserve souvent, parce qu'il bloque le lot. C'est une réservation, ça ne te met pas un couteau sous la gorge et ça ne t'oblige en rien, entre guillemets. Tu as 11 jours de délai de rédaction. Il prend sa voiture, il va se déplacer, regarder le secteur et après, il consolide ou pas sa réservation. Tu vois. Ce qui m'emmerde dans cette histoire, Aymeric, c'est que moi qui aime bien Guy les bons tuyaux, le coin des bonnes affaires, tout ça, ça sent pas les bonnes affaires. T'achètes toujours plus ou moins au prix. Alors c'est rassurant. Ouais, mais en fait, tu as des bonnes affaires. Ce que je te disais tout à l'heure, les 700 000 euros au lieu de 800 000, l'appartement du voisin, là, il est remonté à 900 000, enfin, je veux dire, quasiment similaire, avec un peu plus une vue sur le parc de Soins un peu plus importante. Je veux dire, il a acheté 700 000, on a 6 000 du mètre. Si je me mets là ou du neuf, c'est non mais si une bonne affaire. Si je me mets en veille là chez vous, là, je dis à ton équipe, regardez, il y a Mathieu Stéphanie, c'est Guy les bons tuyaux. Est-ce que Mathieu Stéphanie il veut une RP Guy les bons tuyaux, il veut de l'invest Guy les bons tuyaux? Je veux un invest, une bombe d'appart. Alors là, tu nous laisses chercher. Moi, je m'en fous, tu me le trouves dans 2 ans, quoi. Oui, je peux te trouver dans 6 mois, 8 mois, un truc qui revient en me disant tiens, c'est une pépite, ça vas-y fonce si tu veux. Ah oui. Vous savez faire ça? Ouais, on sait faire ça. Et c'est vrai que souvent, on est là aujourd'hui, on a quand même, on est bien staffé, on est une grosse équipe, etc. Et souvent, les gens veulent communiquer avec moi quand je passe chez toi, etc. Donc effectivement, moi, mon agenda, il est vachement chargé, si tu veux. Et donc souvent, je leur dis attendez, moi, je vous propose pas, je vais pas forcément un rendez-vous avec vous tout de suite, mais par contre, je vous promets que si j'ai quelque chose qui rentre, qui est vraiment sérieux et bien, je vous l'enverrai. Mais si vous voulez avoir vraiment quelqu'un qui va vous suivre, je vais vous mettre dans les mains d'un commercial, et moi je vais regarder derrière ce qu'il propose. Voilà. Et si on vient de ma part, tu leur donnes tu sais que là j'ai quelqu'un qui... Alors c'est marrant, parce qu'on a, suite à la dernière émission qu'on a enregistrée, ça devait être en décembre, je crois, j'ai quelqu'un qui vient de ta part et qui m'a reparlé de la bouteille de champagne millésimée du premier épisode. Ouais, du premier épisode. Et qui me l'a demandé. Voilà. Okay. Il m'a dit on pensera à la bouteille, Aymeric. Oui, bien sûr. Voilà. Donc on le fera. Voilà. On va le faire, mais on offre une bonne bouteille de Dom Pérignon. Peut-être, je vais rajouter quelques chocolats, voilà, mais du bon chocolat. Chez Chapon. Chez la Fayette Gourmet. La Fayette Gourmet. La Fayette Gourmet. Très bien. J'ai dit Chapon parce que j'y suis passé hier, c'est pas mal. Je sais pas si tu vois, c'est dans le 17e, c'est trop bien. Chocolatier, bien. Extra. Écoute, top. Non, mais je pense que c'est ça aussi, d'avoir des gens qui sont capables de screener un max le terrain. Bien sûr. Il y a des différences sur l'apport, les choses comme ça, les banques, alors par rapport au PTZ. Alors par rapport souvent au neuf, on va demander un petit peu moins d'apport, c'est vrai, parce que les frais de notaire étant plus bas, voire offerts. Donc je peux acheter un appart à 500 000, je vais devoir apporter combien? 50? Ça dépend de tes revenus, ça dépend de plein de choses, mais ça peut être 20 000, 25 000. Si tu as droit à un PTZ assez important et tout ça. Et tu sais, ça dépend vraiment de la banque et du profil. Mais généralement, on va te demander un peu moins d'apport. Parce que dans l'ancien, il y a les travaux, il faut financer les frais de notaire qui sont à 8, 8,5. Donc on te demande d'apporter au moins les frais. Ouais. Alors, dans le neuf, on ne demande pas les frais, on te demande 2% des frais. Et à vue de nez, en moyenne, si je veux acheter un truc, je voudrais qu'il se rembourse. Voir qu'il me rapporte un petit peu d'argent. Cash flow, positif, il faut apporter combien? 20%? Alors, il faut apporter, je connais, ça va dépendre. Mais tu vois, Paris, tu me donnes Paris, les loyers sont encadrés, donc tu es plafonné. Donc avant d'avoir du rendement, en fait, ça n'existe quasiment pas. La mensualité équivalente, tu as intérêt à mettre, 30 ou 40% d'apport. D'autres secteurs où les loyers ne sont pas encadrés, ça dépend du prix du bien, en fait. Quels endroits tu regarderais là? Regarde, je vais te donner, par exemple, un T2, ça reste tout le même prix. Ton T2 qui fait 40 mètres carrés, ton T2 qui fait 50. Il va se stopper pas un T2 qui se trouve 800 balles dans une région. Ton T2 qui fait 40 chez le promoteur, tu vas peut-être l'acheter 180. Ton T2 qui fait 50, tu vas l'acheter 210. Parce qu'il y a 10 mètres carrés de plus. Et c'est le même loyer. Donc évidemment, si tu veux du cash flow positif sur celui de 210, il va falloir mettre du cash. Peut-être que sur l'autre, il va falloir en mettre moins. Mais après, avec les outils, les logiciels, on peut... Si tu me dis je veux un financement sur 25 ans, tu seras peut-être en cash flow positif. Si tu me fais un financement sur 20 ans, je vais regarder. Tu as des régions chouchoutes là en ce moment, des endroits je reparlais du Pays Genevois. En tout cas pour l'investisseur. Là, pour l'investisseur, oui. Pour l'investisseur, Pays Genevois, la demande elle est extrêmement soutenue. Ok. Elle est extrêmement soutenue. Les conditions, le secteur. Marseille, tout ça, non, neuf. Marseille, il y a du stock en neuf. Non, c'est plus résidence principale. Marseille, Invest, non, c'est vraiment ce secteur-là. À un moment, ça a été Lille. Super secteur, très demandé, très demandé. Il y a eu Bordeaux mais aussi, là, Nantes, non? c'est compliqué.
C'est compliqué, Nantes, Rennes aussi pareillement. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont construites et aujourd'hui il y a moins d'opérations. Bordeaux c'est pareil, ça s'est beaucoup construit. Donc là on est plus sur ces secteurs-là effectivement où il y a de la demande. Et après l'Île-de-France, ça reste, qu'on le veuille ou non, l'Île-de-France avec le Grand Paris, les grandes stations, t'as un choix pléthorique. Orly, ce secteur-là, mais d'autres secteurs. En Île-de-France, t'as des endroits spécifiques qui te plaisent plus. Non mais en fait, dans l'Île-de-France, on est tellement nombreux, on est 12 millions, et tu sais, on continue d'être de plus en plus nombreux. Et puis ces grandes lignes-là, elles sont installées. Il y a de la demande en fait, et donc il y a des secteurs, il y a des réserves de foncier en banlieue parisienne. Okay. Et donc là, il y a des trucs à faire, clairement. Ok. Et il y en a plein. Aymeric, tu vas me sortir une bombe dans les prochains mois. Bah, bien, écoute, avec plaisir. J'aimerais bien qu'on fasse une vidéo. Tu viens, je fais la livraison de ton appartement. Moi, j'aimerais bien que tu me sortes un truc rue de Prony dans le 17e, surtout. Quoi, ouais, tu vois, à moins 40%. À moins 40%, voilà, avec un rooftop. Et puis voilà, vu sur le parc Monceau. Et voilà. Vu sur le parc Monceau. Voilà, 14 000 € du mètre, j'y vais, tu vois. Même je suis Grand Prince. Tu vois. Ça les vaut. Je crois que ça doit être vu parc Monceau. Je pense que c'est même à 18 du mètre. Ok, bon ben voilà, on sera bien accueillis en tout cas chez Papillon. Ouais. Merci d'être revenu, c'est intéressant, On va attendre quand même aussi, on va regarder un peu, attendre que tu reviennes pour nous parler des nouveaux dispositifs qui pourraient arriver. Oui, on va aborder ça. On les sent pour quand, tu crois, ça ? En fait, ça discute là. En fait, il y a un dispositif qui s'appelle le LLI avec effectivement location de loyer intermédiaire qu'avec les mêmes plafonds Pinel, t'achètes du neuf, en gros, t'as 10% de TVA en moins. On te rend 10% de TVA, parce que tu sais, quand t'achètes dans le neuf, t'as 20% de TVA. Et c'est souvent d'ailleurs dans le neuf. Le différentiel avec l'ancien, c'est souvent le prix de la TVA. Putain, j'avais pas, oui, on l'a pas abordé. Est-ce que si j'achète avec une société, je peux avoir une TVA ça dépend. Tu pas sur le prix du bien, sauf si tu es dans le para-hôtelier. Enfin, c'est tout. Tu connais la fiscalité française, c'est vraiment compliqué. C'est extrêmement compliqué. Donc là, il y a un dispositif qui s'appelle location de loyer intermédiaire, mais il faut que tu achètes en société, donc en SCI, à l'IS ou à l'IR. Et puis encore, c'est encore en train de discuter sur les plafonds de loyer. C'est encore en train de discuter. Donc, on verra, peut-être qu'il sera plus favorable. Je crois à un retour d'un dispositif pour l'investisseur. Je pense, de toute façon, on est tellement en deçà de la demande et ce qu'il faudrait construire que de toute façon, si tu ne pulses pas là-dessus, si tu n'injectes pas tu ne donnes pas de l'attractivité, on n'en fera pas assez. Et on va se retrouver avec des locataires, des gens qui peuvent même pas louer, quoi. Je m'étais juré que je tiendrais en dessous d'une heure. On va y arriver. J'ai une dernière question quand même. Si je vais voir suffisamment tôt un promoteur qui est au tout début de programme et je lui dis... je voudrais faire un co-living. Je vais t'acheter un truc, tu me l'aménages un peu spécifiquement. Tu mets une chambre, une salle de bain par chambre. Si t'es vraiment très tôt, si tu prends. Alors nous, on a fait des adaptations comme ça. On a même fait pour des gens des réunions de deux logements. On a acheté deux lots similaires. On a fait une négo. Là, je pense à une vente. Qui a fait cette vente-là, je sais plus. Je crois que c'est Gaël. C'est Jacques. On a rassemblé deux lots. Grosse négo, achète les deux lots, alors qu'est-ce que tu peux faire pour mon client, machin, et il va faire de la colocation là-dessus. Dans le neuf, ça s'y prête en plus, parce que franchement, si tu le fais assez tôt, tu peux. Mais tu vas pas le faire sur ton T3, tu vas le faire sur un T5 et tu vas demander. Tu peux avoir 6 chambres, 8 chambres, 10 chambres. Oui, tu peux. Moi, j'ai un co-living à 10 chambres, tu vois. Tu peux. Mais en revanche, j'aimerais bien l'avoir en neuf, parce que ça t'empêche tellement d'emmerdes. Ça t'évite des emmerdes. Et tu gardes plus facilement tes locataires dedans. Et puis souvent, comme tu le disais, tu as un grand salon, une grosse terrasse où il peut y avoir de la vie, de l'activité. Ils peuvent se réunir, quoi. Ils sont pas chacun dans leur chambre coincée et puis avec un couloir et une kitchen, quoi. Fantastique. Co-living, on va travailler ça dans du neuf. T'as une petite martingale à toi en ce moment, Aymeric, un petit péché mignon. Un petit péché mignon. Je te demande souvent en ce moment. Sur l'investissement, sur des choses qui te plaisent. Moi je suis toujours, les montres, les choses comme ça, mais non, on travaille beaucoup. J'ai pas trop le temps de me consacrer aux investissements en ce moment. On a beaucoup de travail. Il faut les automatiser. Je vais te présenter mais des gens. On se concentre surtout sur le développement de la structure. T'en as acheté un neuf, toi ? J'ai acheté un neuf à Cachan, dans le Val-de-Marne, en investissement locatif. Quand ça ? Alors, il y a 2017, tu vois, avant même de faire du neuf, des fiscs. Voilà. Écoute, chez ma maman, pas loin. Trop bien. C'est bien d'acheter dans des endroits complets. Ouais, et puis après, effectivement, non, mais j'aimerais, mais tu sais, en tant que Parisien, effectivement, t'as moins de. Mais demain, je te jure, j'ai un neuf à un prix correct dans Paris. Mais j'hésite pas une seconde, mais il n'y en a pas, en fait. Mais j'hésite pas une seconde.
Emeric Evno, Papillon Patrimoine, on vous contacte sur, je sais pas, il y a un mail contact papillonpatrimoine.fr. Ouais, contactera, vous allez sur le site de Papillon site. Patrimoine, voilà, vous trouverez LinkedIn si vous voulez m'envoyer un message. Vous y allez de ma part, voilà. Evno, E-V-E-N-O, voilà, et puis, merci d'être venu encore pour ta transparence. Merci de ton invitation. N'oubliez pas de vous abonner à la Martingale, vous êtes trop à pas être abonné, et donc on veut des abonnements pour avoir de plus en plus de personnes qui viennent, puis partager cet épisode à des gens autour de vous qui n'aiment pas le neuf ou qui comprennent pas le neuf, et puis voir si on réussit à en convertir, on peut, hein, voilà, on va finir par y arriver. Allez, bisous, salut. Bye bye.